Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle au programme de For You TV. C'est l'heure du Grand Journal. Édition que nous ouvrons ce soir par quelques titres. D'abord, à l'international, le Mali accuse l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion de plusieurs vidéos prises à travers un drone par l'état-major français dans un camp militaire au centre du pays. Au Cameroun, la situation des réfugiés centrafricains était au cœur des préoccupations à la faveur de l'ouverture d'une concertation ministérielle régionale présidée ce 27 avril 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement Dr Joseph John Gouquet. Dans cette édition de l'information, nous reviendrons sur ces assises qui avaient pour cadre le palais des congrès de Yaoundé. Et puis en sport, le premier coup de pédale de la course de l'unité sera donc donné le 15 mai 2022 en prélude à la célébration du cinquantenaire de la fête de l'unité. L'initiative est de la Fédération camerounaise de cyclisme. 35 cyclistes regroupés dans 3 groupes prendront part à cette compétition placée sous la thématique « Cultivons l'unité pour récolter la paix ». Voilà pour les titres, les développements c'est dans un court instant. Nous l'annoncions donc en titre dans cette édition du Grand Journal sur For You TV. Les relations entre Bamako et Paris se détériorent un peu plus. Mardi dernier, la junte militaire au pouvoir a accusé l'armée française de espionnage et de subversion après la diffusion de plusieurs vidéos prises par l'état-major français dans un camp militaire situé au centre du pays. Les précisions, c'est avec vous, Mbala. Le pouvoir de transition à Bamako a accusé dans la soirée du mardi 26 avril 2022 l'armée française d'espionnage et de subvention après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali, récemment restituée par la France. En effet, le pouvoir Goïta a constaté depuis le début de l'année plus d'une cinquantaine de cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, selon un communiqué du gouvernement de Bamako. Un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone de forces françaises. Le 20 avril 2022, au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré aux forces armées maliennes, encore appelées FAMA, la veille, a ajouté le texte signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement mis en place par le pouvoir malien. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subventions en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être des auteurs de tueries de civils dans le but de ternir leur image. D'ailleurs, le 21 avril dernier, 2 jours seulement après qu'elle eut restitué aux FAMA leur base de Gossi, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle a qualifié d'attaque informationnelle et publié une vidéo de ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de cette base afin d'accuser la France de crimes de guerre au Mali. Ces images prises par un drone montrent des soldats d'affaires autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, l'on pouvait voir 2 de ces militaires filmer des corps à moitié ensevelis. L'état-major français assure qu'il s'agit de soldats blancs, laissant entendre que ce sont des membres de la société militaire privée Wagner qu'il a identifiés dans des vidéos et des photos prises à d'autres endroits. Au lendemain de la publication de ces images, l'état-major malien a annoncé avoir découvert un chantier non loin du camp anciennement occupé par la force française Barkhane, du nom de l'opération française anti-djihadiste du Sahel. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement des forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu 2 coups d'État militaires depuis août 2020. Le parti au pouvoir à Bamako s'est progressivement rapproché de Moscou
en même temps qu'elle se détournait de la France, engagée militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013. Bamako continue donc d'accentuer la pression sur Paris, cette fois-ci sur le plan médiatique. La Haute Autorité de la Communication, dans un message rendu public le 25 avril 2022, a annoncé le retrait pur et simple et sans aucune autre forme de procès des chaînes France 24 et Radio France Internationale, de tous les bouquets des distributeurs des programmes TV et radio, mais également des entités de téléphonie mobile, tout comme des plateformes numériques. On y reviendra dans nos prochaines éditions spécialisées. En République centrafricaine, le Bitcoin a été finalement adopté par les plus hautes autorités du pays, mais également les populations, comme le révèle ce reportage de Bala qui revient sur ce moyen de paiement électronique. Regardez. La République centrafricaine n'est pas seulement le premier pays d'Afrique qui adopte le Bitcoin comme monnaie de référence, mais aussi le premier pays au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi qui gouverne la crypto-monnaie. C'est en ces termes que s'est félicitée la présidence centrafricaine. D'après le Palais de la Renaissance, l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale est une décision historique et une vision progressiste qui entre dans le plan du redressement économique et de la consolidation de la paix en Centrafrique. En effet, l'Assemblée nationale centrafricaine a adopté à l'unanimité le 21 avril dernier un projet de loi visant à donner cours légal à la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Ce sont le ministre de l'économie numérique, Gourna Zako, et le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, qui ont initié et présenté ce projet de loi Bitcoin. L'unanimité dans ce vote favorable a été obtenue malgré des critiques initiales de l'opposition à l'égard du projet. Les opposants politiques ont finalement voté pour cette loi Bitcoin afin de soutenir l'intérêt supérieur de la nation et de lui faire bénéficier de la prospérité et de la stabilité, comme l'explique le communiqué de la présidence. En clair, cette loi impliquera que les bitcoins soient acceptés comme un moyen de paiement légal dans toute la nation. En septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Une décision aussitôt dénoncée par le Fonds monétaire international qui la juge dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Pour Bangui, cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. Retour sur ce tête-à-tête entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine. C'était le 26 avril 2022. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a donc eu une entrevue avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Patron du Kremlin a saisi l'opportunité de cette rencontre pour remettre les pendules à l'heure. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, souhaite la mise sur pied d'un couloir humanitaire entre Kiev et Moscou. Les précisions de Youn Dedi. Le président russe s'est montré très regardant sur le fonctionnement de l'ONU sur le cas du conflit qui l'oppose à l'Ukraine depuis plusieurs semaines. L'Organisation des Nations Unies considère que tous les participants de la communauté internationale sont égaux, indépendamment de leur puissance et de leur situation géographique. Et je pense que cela s'apparente à ce qui est inscrit dans la Bible. Nous sommes tous égaux et je pense que c'est la même chose que nous trouvons dans le Coran, dans la Torah. Tout le monde est égal devant Dieu, mais c'est un peu étrange d'entendre les idées selon lesquelles certains prétendent à une certaine exclusivité. Un constat qui va à l'encontre des missions régaliennes dirigées par Antonio Guterres, selon M. Poutine, qui a recentré les objectifs durant le face-à-face. L'ONU avait été créée pour résoudre les situations de crise. Elle a connu différentes étapes et encore tout récemment, il y a quelques années, nous avons entendu dire qu'elle avait vieilli, qu'elle n'était plus utile. Et cela intervenait au moment où elle gênait certains à parvenir à leurs objectifs. Et nous avons toujours dit que
une organisation universelle telle que l'ONU est unique et elle a été créée justement après la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre les différends à l'international. Nonobstant, le locataire du Kremlin a tenu à reconnaître la place de l'ONU dans certaines situations conflictuelles. La Russie, comme un des pays fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, a toujours soutenu cette organisation universelle. Nous considérons qu'elle n'est pas seulement universelle, mais unique en son genre. Il n'y a pas d'autre organisation dans la communauté internationale et nous soutenons autant que possible les principes sur lesquels elle a été fondée et nous allons continuer de le faire. Pour nous, c'est un peu étrange d'entendre les déclarations de nos collègues qui parlent d'un monde fondé sur des règles et nous considérons que les règles principales, c'est justement la charte de l'ONU et les documents adoptés par cette organisation et non pas je ne sais quel papier écrit par certains dans leur propre intérêt. Malgré tout, les négociations se poursuivent et l'espoir laisse transparaître un résultat positif. En page nationale, nous évoquons cette conférence ministérielle régionale qui s'est ouverte ce 27 avril 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté. La situation des réfugiés centrafricains était au cœur des assises. Le compte rendu de Ntiama. Résoudre durablement les problèmes des réfugiés et des déplacés internes est l'objectif de la conférence ministérielle régionale sur la situation des réfugiés centrafricains tenue ce jour au Palais des Congrès. La présence du haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, est la preuve que la question des réfugiés mérite une attention particulière des institutions internationales. Cette visite du représentant du HCR donc, est salutaire, je dirais, dans la mesure où il s'agit de concertation, il s'agit de voies et moyens pour rendre beaucoup plus humaines les dispositions et les conditions dans lesquelles ces réfugiés se trouvent au Cameroun. Le Cameroun, malgré sa disponibilité à offrir un meilleur abri aux réfugiés, a besoin de l'apport des autres. Le Cameroun a montré sa bonne volonté, a montré son hospitalité comme par le passé et il est donc de bon ton que d'autres structures internationales ou d'autres pays amis justement se joignent à nous au Cameroun pour trouver les meilleurs moyens, les meilleures conditions de rendre favorable ou alors plus humaine l'assistance à ces réfugiés, mais surtout la reconversion de ces réfugiés-là pour une réinsertion sociale et un retour dans de meilleures conditions dans leur pays d'origine. La cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle régionale sur les problèmes des réfugiés centrafricains a été présidée par le Premier ministre Joseph John Gouté et a connu la présence de plusieurs ministres étrangers, notamment le ministre de l'Action humanitaire de la Centrafrique, Virginie Baïkoa, qui n'a pas manqué de dire que c'est la sécurité qui garantit le retour des déplacés. En vue d'un retour à la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, deux régions du pays en proie aux exactions des mouvements séparatistes, irrédentistes et terroristes, plusieurs initiatives ont été mises sur pied par des organisations de la société civile. Tenez par exemple, c'est le cas de la All Ndiang Conference qui a reçu l'onction du Premier ministre chef du gouvernement. Sur toutes ces initiatives pour un retour à la calmie dans ces deux régions chrysogènes, je vous propose de suivre ce reportage de Noira. Après la tenue du grand dialogue national, des mesures allant apporter la paix dans les régions anglophones en proie à la crise depuis 6 ans avaient été prises. Mais celle-ci n'ayant rien donné comme véritable fruit, le gouvernement du Cameroun a opté pour la participation des élites locales. Toutes les solutions et toutes les tentatives de conciliation et de réconciliation sont les bienvenues. Surtout quand ces initiatives émanent des Camerounais, enfin, puisqu'il s'agit de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, dite crise anglophone, à tort, parce que déjà une caricature et une stigmatisation qui n'est pas de bon ton pour résoudre les crises. Dans le nord-ouest et le sud-ouest ne peuvent que être
intéressés en fait par tout ce qui émane des solutions qui sont purement camerounaises. Toutefois, il y a une discordance de voix. L'idée mise en place, soutenue donc par le gouvernement, notamment le chef, fait suite à plusieurs réunions tenues à Yaoundé, notamment après la clôture de la session parlementaire du mois de mars. Maintenant, il faudrait savoir si ces idées sont véritablement crédibles, quels sont leurs moyens, jusqu'où pourront-elles aller. Le problème de la crise, c'est d'abord aussi un problème politique et c'est aussi un problème même de leadership, parce qu'en réalité, saucissonner les voies et moyens de résolution de cette crise donne l'impression que chaque département, chaque arrondissement devient un territoire à part. Et ça enfreint sur la République et sur la globalité que devrait pouvoir être perçue la résolution de cette crise. Il ne faudrait pas qu'au final, on finisse par tribaliser. Cependant, selon le géostratège Polela, la solution nationale éviterait une ingérence étrangère. Parce que les Camerounais sont à même de résoudre leurs propres problèmes sans toutefois que des ingérences extérieures viennent s'immiscer pour des fins et des intérêts inavoués. En proie à une crise sociopolitique depuis près de 6 ans, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de vivre un quotidien difficile, malgré l'apport de quelques solutions gouvernementales. Vivement que la saignée soit stoppée. Dans le cadre de la recherche des solutions optimales pour résoudre les problématiques mises en relief par les enseignants récemment en grève dans le sous-système francophone au Cameroun, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, avait prescrit une série de directives. Dans la foulée, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a engagé des actions entrant dans le cadre de l'automatisation de l'intégration au sein de la fonction publique et d'autres actions sont à venir, comme le confirme ce reportage de Fotso. Ces directives d'application immédiate dont l'objectif est de contribuer de manière significative à l'épanouissement socio-professionnel des enseignants en particulier et des agents publics en général se résument à systématiser la construction des dossiers d'intégration des enseignants avant la fin de leur formation par les intéressés et les institutions auxquelles ils sont affiliés, à veiller en relation avec les universités d'État compétentes au dépôt systématique des délégations régionales ou dont les services centraux du MINFOPRA, le cas échéant des dossiers d'intégration des lauréats des écoles normales supérieures et des écoles normales supérieures d'enseignement technique. De traiter en urgence les dossiers d'intégration déjà recensés au MINFOPRA et de faire le point exhaustif sur les dossiers d'intégration des enseignants en instance au ministère des enseignements secondaires et au ministère d'éducation de base. De procéder désormais en relation avec le ministère de l'enseignement supérieur à l'organisation des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures conformément à la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de toutes les mesures concourant à la dématérialisation et à la simplification des procédures de traitement des dossiers d'intégration dans la fonction publique. Pour rappel, avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Enseignement supérieur, suivront des séances de réunion, d'information et d'échange dont l'objectif sera de convenir des modalités d'une bonne mise en œuvre conjointe et complète des prescriptions présidentielles relatives aux revendications des enseignants. En santé, en vue d'édifier les parents sur des troubles de comportement, des pathologies qui touchent à la fois les enfants mais surtout en bas âge. Un séminaire s'est déroulé ce 27 avril 2022 dans la salle des fêtes de l'orphelinat Jean de Deido. Des problématiques et des pathologies comme la trisomie 21 mais également l'autisme étaient au cœur des échanges. Le compte-rendu de Komabité. Les troubles psychomoteurs sont des troubles neurodéveloppementaux qui affectent l'adaptation des enfants dans sa dimension perceptivo-motrice. Leurs étymologies sont plurifactorielles et transactionnelles, associées à des facteurs génétiques, neurobiologiques et psychosociaux qui agissent à différents niveaux de complémentarité et d'expression. Ils sont souvent situationnels et discrets, entravant en priorité les mécanismes d'adaptation constituant une source de désagréments et de souffrances pour le porteur et le lieu social. C'est dans ce sens que l'Institut panafricain de psychomotricité et de relaxation de Douala a organisé un séminaire dans le but d'édifier les parents sur ces troubles. Je m'occupe des enfants handicapés psychomoteurs, parmi lesquels on peut citer la trisomie 21. Il y a eu un thème dessus tout à l'heure, qui est une pathologie, l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental. D'autres difficultés telles que la difficulté scolaire et certains troubles de comportement et relationnel. Voilà, en gros,
les problèmes qui touchent la santé au niveau du corps et de l'esprit et que le psychomotricien peut intervenir. Les parents qui doivent désormais contrôler et être très attentifs aux enfants qui ont atteint un certain âge, notamment dès l'âge de 3 ans. On conseille aux parents d'être très observateurs des signes précurseurs qui montrent que cet enfant aura des difficultés. Par exemple, l'enfant qui se recroqueville sur lui-même, qui n'est pas sociable, qui a même très peu de contact avec sa mère, qui lui donne à manger, qui lui donne le sein. C'est déjà des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais apparemment, c'est vers 3 ans, l'âge de 3 ans, qu'on peut vraiment diagnostiquer l'autisme. Aujourd'hui au Cameroun, la thérapie psychomotrice a pour objectif l'amélioration et l'adaptation des fonctions psychomotrices perturbées ou retardées au cours du développement du fait de facteurs biologiques, traumatiques, affectifs et ou environnementaux. Son champ d'application est vaste, de la stimulation précoce, du nourrisson à l'entretien des facultés psychomotrices, de la personne âgée en passant par toute la variété des troubles psychomoteurs de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Nous remettons le cap sur la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où s'est ouvert mardi dernier un forum international sur la viculture. Il s'agit d'une filière qui bat de l'aile. L'occasion pour les professionnels de cette filière de se pencher sur les maux qui minent leur secteur d'activité et préconiser quelques solutions. Kondiak pour les détails. Il se présente comme une plateforme qui va permettre au secteur avicole camerounais de sortir de toute forme de dépendance d'importation et ainsi trouver solution aux maux qui peuvent miner la filière. C'est un moment où ceux qui font dans le domaine vont essayer de voir ce qui n'a pas marché et certainement proposer des solutions. Et je pense que s'il y a un forum comme celui qui se tient à Yaoundé dont vous avez fait allusion, c'est justement pour trouver des solutions à toutes ces problématiques-là. Et tout naturellement, on ne peut que souhaiter du meilleur pour ce forum, pour que nous, les consommateurs, que nous soyons épargnés du poulet de mauvaise qualité. Si de nos jours, le poulet peut être consommé par de nombreux ménages, il se pose néanmoins un problème de suivi des importations. Le poulet aujourd'hui n'est pas élitiste parce qu'il est presque consommé dans tous les ménages, il est presque consommé dans tous les ménages et c'est, je ne sais pas si je peux appeler ça viande, qui est abordable un peu par les bourses, les faibles bourses. Mais le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est surtout la qualité. Parce que je pense qu'il y a un problème de qualité. Les importations ne sont pas contrôlées. Et je me pose la question si tout ce qui vient comme des abats ne sont pas des produits qui ont été nourris à l'OGM. Vous comprenez? Parce que c'est vraiment pas contrôlé. Et l'objectif, personnellement pour moi, l'objectif de ces forums, c'est de susciter la production locale. Il faut accompagner la production locale, parce qu'avec la production locale, on peut contrôler la filière. On peut savoir exactement ce que ces poulets-là consomment pour après se retrouver dans le plat des consommateurs. De l'avis de ce consommateur et observateur averti, l'organisation de ce genre de forum est louable, mais devrait plus permettre d'encourager la production locale. Les petites et moyennes entreprises représentent 35% du BIP. Il s'agit du produit intérieur brut. La production nationale des entreprises de petite taille pourvoyeuses d'emplois à hauteur de 70% qui, selon plusieurs économistes, ont des difficultés d'accès au financement. Les détails, c'est avec vous, Ngale Boukéa. Les petites et moyennes entreprises au Cameroun, présentées comme une contribution déterminante à la création d'emplois et de revenus, n'affichent pas une bonne température financière. Même si elles ont permis de créer 54% d'emplois et contribuent à 34% au produit intérieur brut, les petites et moyennes entreprises peinent à véritablement prendre leur envol pour plusieurs raisons. Très important au niveau des entreprises et même du patronat, qui est le groupement des entreprises, de voir dans quelle mesure participer vraiment
à l'import-substitution, est-ce qu'il y a des possibilités de créer sur le plan local les produits ou les intrants qu'ils importent généralement de l'étranger? Je prends par exemple le cas du blé, car nous avons encore vu des radis qu'ils ont développé jusqu'à 20 variétés de blé qui peuvent être cultivées pratiquement dans les 10 régions du Cameroun, alors qu'on dépense des centaines de milliards pour importer le blé. Ça, c'est un volet qui peut, quand l'implémentant, cela peut réduire l'importation de produits, mais surtout créer des emplois pour le Cameroun et ce qui va générer des impôts pour l'État du Cameroun. Ça, c'est un aspect. Ce que je dis au niveau du blé, on peut l'implémenter au niveau du poisson, par exemple. On constate de plus en plus des PME camerounaises développer des piscicultures sur le plan national. Et en faisant cela, cela réduit les importations et cela participe à la création d'emplois et la réduction de la dépendance de notre économie par rapport à l'étranger. Une action gouvernementale a ajouté à l'existence de la Banque des petites et moyennes entreprises et l'assistance d'autres banques classiques qui n'ont visiblement pas changé grand-chose dans le secteur, qui n'attend que la main tendue de l'État. Pour que les PME puissent jouer le rôle qui est le leur, il faut bien sûr un accompagnement du gouvernement. Et comme vous le savez, le GICAM depuis des années plaide pour la réduction de la fiscalité des entreprises, ce qui leur permettra d'être plus compétitifs. Donc pour que ces entreprises jouent un rôle important dans la relance de l'économie, il faudrait qu'ils bénéficient du soutien et de l'accompagnement du gouvernement. Une action louable car le Cameroun compte à ce jour plus de 200 000 PMU. En culture à présent, les instituts français de Douala et de Yaoundé accueillent depuis le 26 avril 2022 la première édition du Festival Jazz 237, l'occasion pour plusieurs percussionnistes, mais également amateurs de ce genre musical, d'apprécier de nombreux talents. Morceau choisi avec vous, Moto. C'est sous ces salves d'applaudissements que le public de Douala s'est manifesté dans le cadre de la soirée d'ouverture du Festival Jazz 237 qui a ouvert ses portes le 26 avril 2022 à l'Institut français de Douala. De jazz qui s'appelle Jazz 237 démarre ce jour, ce mardi 26. On a eu une magnifique ouverture avec Martien Oyono Quartet qui nous a gratifié de 45 minutes d'un pur jazz comme on aime. Et puis on a en deuxième partie une très très belle rencontre musicale entre 3 musiciens venus de France et d'Argentine et 2 musiciens camerounais. Minino Garay, qui est un des grands percussionnistes batteurs aujourd'hui dans le monde du jazz, accompagné de Jean-Marie Ecaille, un guitariste incroyable, et du pianiste Cédric Harriot, ont rencontré Petit Abanda. De nombreux percussionnistes du jazz venus du monde prendront part à ce festival qui a pour but de promouvoir et de développer la musique jazz au Cameroun. Le public de Douala a répondu présent à cette invitation dont les acteurs ont été égayés. En tout cas, le public il était magnifique, il était adorable. Je remercie l'Institut français, à mon grand ami Yann Lorbeau, que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui organise vraiment des festivals, et avec toute l'équipe, Patrick Engel, à Samuel, directeur d'ici, Paloma, Christian, toute l'équipe, tous les musiciens de Cameroun, parce que là on a partagé avec Petit John Abanda, grand batteur, et avec Bembo Sambo et les amis qui sont venus avec moi, donc très content d'être là. Durant ces 5 jours, les publics de Douala et Yaoundé vibreront au rythme du jazz. Avant de clore définitivement cette édition de l'information, l'actualité sportive reste donc marquée par cette conférence de presse qui a été donnée à Yaoundé par la Fédération camerounaise de cyclisme en prélude à la course de l'unité qui aura donc lieu le 15 mai prochain, en prélude à la fête du cinquantenaire de l'unité du Cameroun. Cette initiative regroupera 35 cyclistes regroupés dans 3 groupes.
Un événement placé sous la thématique « Cultivons l'unité, récoltons la paix ». Les précisions, c'est avec vous, Nguéné. Saisir l'appel du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, sur les initiatives de la jeunesse en faveur de l'unité, de la consolidation de la paix, de l'intégration nationale et du vivre ensemble, tel est le dessein de la course cycliste de l'unité, une initiative portée par le jeune Camerounais Joël Elandi, de concert avec la Fédération camerounaise de cyclisme, prévu se tenir ce 15 mai 2022 en prélude à la célébration de la fête de l'unité nationale. Cette course cycliste verra la participation de 35 coureurs venus de plusieurs régions du Cameroun pour un critérium de 80 km entre Menguémé et Yaoundé en passant par Balmayo. Il s'agit également d'un véritable galop d'essai pour ces différents coureurs, une réelle opportunité afin de mieux préparer la 18e édition du Tour cycliste international du Cameroun, prévue du 4 au 12 juin 2022. Cette édition du Grand Journal ce soir sur For You TV. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir accordé votre bien aimable attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bien le bonsoir.